Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Dans le cours du récit, vous comprendrez, chers amis, pourquoi nous devons taire les lieux et les noms des protagonistes de cette affaire qui fit beaucoup de bruit. Alors disons une ville de la banlieue parisienne, le lundi 4 décembre 1967. 11h40. Un petit garçon de 7 ans, élève de 10e, à l'annexe d'une école chrétienne de grande réputation, quitte seul l'institution pour rentrer chez lui. Nous l'appellerons Robert Durand. 12h45. Madame Durand, sa mère, inquiète de ne pas le voir arriver, envoie son fils aîné Patrice, 15 ans, à sa recherche. À l'école, on lui dit que Robert est parti à l'heure normale. 13h20. Madame Durand se précipite à son tour à l'école. Du bureau du directeur, elle prévient le commissariat. Pendant ce temps, Patrice a téléphoné à son père. Monsieur Durand quitte son bureau de Paris pour accourir à son domicile. Il y arrive à 13h40, la maison est vide. Monsieur Durand, en ressortant, avise dans la boîte aux lettres une enveloppe sans adresse, portant simplement la mention « Pour vous ». Le cœur battant, il l'ouvre et il la lit. En voici le texte. Votre gosse sera rendu contre la somme de 20 000 nouveaux francs en coupure de 100 nouveaux francs. Nous vous donnons 5 jours pour réunir l'argent. Après ce délai, ou si vous alertez la police, vous risqueriez de ne plus revoir votre enfant vivant. 6 juin, la preuve que nous le détenons. Les 200 billets devront être enveloppés dans un papier gris. Vous devrez placer le paquet à 4h30 du matin, derrière la statue du général Hoche, place du général Hoche. Vous suivrez à la lettre nos indications sans essayer de nous jouer quelques mauvais tours. Nous vous rendrons votre gosse le lendemain. En attendant, il ne lui sera fait aucun mal. L'argent devra être déposé le matin du 8. Tel est donc le contenu de la lettre découpée dans des caractères de journaux qui constitue la première pièce de ce dossier extraordinaire que nous raconte Jacques-Antoine. L'enlèvement a donc lieu à la sortie de l'école, lundi à midi. Le petit Robert Durand, 7 ans, rentre seul déjeuner comme à l'accoutumée au pavillon de ses parents. Après avoir signalé sa disparition, M. Durand découvre à 13h45, dans la boîte aux lettres, un pli rédigé avec des caractères de journaux. Quelques heures plus tard, la presse rapporte à la fois les termes du message du ravisseur et le détail des opérations entreprises par la police, déclenchant ainsi le mécanisme des coups de téléphone, des pistes fantaisistes et des hypothèses extravagantes. Dès le lendemain, la France entière sait que la rançon s'élève à 20 000 francs et qu'elle doit être déposée avant jeudi 4h30 en billets de 100 francs au pied de la statue de Hoche. Mais la publicité, donnée malencontreusement dès le premier jour à la demande de rançon, rend impraticable le rendez-vous fixé par les kidnappeurs. D'autre part, cette demande de rançon paraît bien modeste. 20 000 francs, cela exclut la participation de truands professionnels. Enfin, la police découvre que les caractères imprimés avec lesquels la lettre a été composée ont été découpés dans des journaux d'enfants. Il se pourrait donc que les kidnappeurs soient un groupe de jeunes gens. Mais, rappelons-le, Robert a 7 ans. Il doit être encombrant. Il sera dangereux car il peut reconnaître ses ravisseurs, identifier des lieux. Sa vie est donc en grand danger et il faut à tout prix permettre à ses ravisseurs d'entrer à nouveau en relation avec la famille Durand. C'est ainsi que le mardi 5 décembre, à la demande de M. Durand, un ecclésiastique, le père Alexandre,
appelle les ravisseurs à entrer en contact avec n'importe quel prêtre, n'importe quand, en n'importe quelle région. Il promet à la fois l'impunité et le paiement de la rançon. Presque en même temps, un ami de M. Durand, avocat, obtient de son ordre d'offrir aux criminels la même possibilité et la même garantie en se mettant en rapport n'importe où avec n'importe quel avocat ou n'importe quel avoué. Pourquoi un prêtre? Pourquoi un avocat? Parce que l'un peut se considérer comme lié par le secret de la confession et l'autre par le secret professionnel. Dans le même temps, la famille Durand fait savoir qu'elle refuse de porter plainte. Mercredi 6 décembre, journée des fausses pistes, à Chartres, à Gif-sur-Yvette, à Chelles. À Versailles, la police boucle un quartier entier où l'on aurait remarqué un individu suspect. Jeudi 7 décembre. En partant en classe, Patrice laisse entendre que les ravisseurs seraient entrés en contact avec sa famille et auraient porté à 60 000 francs le montant de la rançon, ce qui est démenti formellement par M. Durand à 13 heures. Rien de nouveau. Notre inquiétude ne cesse de croître, dit à 20 heures le père du petit Robert à la télévision. Comme je vous l'ai dit, les policiers ont, dès les premières heures de leur enquête, écarté de cette affaire les truands professionnels, et ils ont acquis maintenant la certitude qu'il ne peut pas s'agir d'un maniaque. En effet, divers témoignages permettent d'établir que le petit Robert a été vu dès sa sortie de l'école en compagnie d'un tout jeune homme. Ce même jeune homme aurait, quelques instants plus tard, circulé en poussant devant lui une caisse posée sur le châssis d'un landau d'enfant et clamant à tue-tête « Ferraille, vieux chiffon, ferraille, vieux chiffon !» C'est là que ce dossier devient d'ailleurs extraordinaire, car les investigations de la police s'orientent rapidement vers les camarades du petit Robert, et il serait facile à la police de démasquer un ou plusieurs des jeunes ravisseurs, mais cela pourrait être non seulement inutile, mais dangereux. En effet, l'arrestation d'un complice pourrait affoler les autres kidnappeurs et les amener à tuer Robert. La police n'a donc pas l'intention de gêner les éventuelles tractations de la famille Durand, désireuse avant tout de retrouver le petit disparu. Comprenez bien la situation, chers amis. En plus des quarts de la police, une cinquantaine de voitures de presse assiègent depuis une semaine la grande Villa Blanche des Durand. Les parents Durand et les trois frères du petit Robert sont traqués, pourchassés, harcelés. Une véritable surenchère de nouvelles vraies ou fausses, diffusées trop souvent sans le moindre souci de vérification, viennent également tout compliquer. Par exemple, certains commentaires sur la fortune des Durand et sur la modicité de la rançon exigée par les kidnappeurs. Si ceux-ci lisent les journaux, ils doivent apprendre que leur exigence est ridicule et se trouver presque obligés d'augmenter leurs prétentions. La nuit, dans les rues environnantes, les portières des voitures des journalistes et des curieux claquent sans ménagement. On entend des interpellations bruyantes. On escalade les murs à 3 pas de cette maison où toute une famille connaît les affres d'une attente qui voit l'espoir s'amenuiser d'heure en heure. Alors, effrayés probablement par ce remue-ménage et cette publicité, les ravisseurs, lorsque vient l'expiration de leur ultimatum, n'osent pas reprendre contact avec la famille. Pourtant, la mobilisation de 50 000 prêtres et de 7 000 avoués et avocats habilités d'un coup à servir d'intermédiaires en multipliant les points de contact diminue le risque pour les criminels d'être identifiés. Mais jeudi soir, pour la famille Durand, il devient évident que l'intervention de la presse a condamné les ravisseurs au silence et peut-être condamné l'enfant à mort. Aussi, M. Durand tente-t-il à 17h30 une démarche exceptionnelle auprès du ministre de l'Intérieur, M. Fouché, en présence des principaux dirigeants de la police. Il demande qu'une trêve soit officiellement proclamée et il obtient gain de cause. Jeudi soir, à minuit moins le quart, le chef suprême de la police donne 24 heures aux ravisseurs du petit Robert Durand pour rendre sain et sauf l'enfant à ses parents. 24 heures, durant lesquelles toute recherche doit être suspendue. Le ministre est parfaitement conscient du caractère insolite de son appel. « Mon rôle ne consiste pas à m'adresser à vous, dit-il. Il consiste à vous faire prendre et à vous livrer à la justice. Mais la vie d'un enfant
est une valeur suprême. Si vous rendez l'enfant, vous pouvez espérer dans la justice des hommes. Il ne s'agit donc pas de couvrir un marchandage à l'impunité, d'ouvrir une porte de sortie supplémentaire aux ravisseurs, mais de clarifier une situation compromise par des imprudences et des interférences de toutes sortes. Bref, de mettre un terme à une confusion gênante tant pour la famille que pour les enquêteurs, en gardant intacte une chance de sauver la victime. Le vendredi 8 décembre, la trêve proposée par M. Fouché est entièrement respectée. Les recherches reprennent, intensifiées, dès le samedi à 0h30. Mais entre-temps, des faits nouveaux se sont produits. Un jeune homme a téléphoné à M. Durand pour lui signifier qu'il portait la rançon de 20 000 à 60 000 francs. Il a ensuite remis à une personne désignée par la famille les chaussures du petit Robert, puis, dans une rue proche de la villa des Durand, il a pris possession de la rançon. Autour de la villa blanche des Durand, animation habituelle. Les badauds, les journalistes attendent qu'il se passe quelque chose. M. Durand renouvelle ses appels aux ravisseurs. Mais à l'entrée de la rue, un quart de police débouche. À l'autre extrémité, même opération. On dit aux journalistes: ou bien vous restez, ou bien vous sortez, mais vous ne pourrez plus revenir. On se doute bien sûr qu'il se passe quelque chose d'important. En effet, passé le premier carrefour, on peut voir plus de 500 CRS procéder à une fouille systématique des maisons et des jardins. C'est bientôt tout un périmètre qui est investi. L'opération va durer environ 3 heures. Après avoir enquêté maison par maison dans le quartier, les policiers parviennent ainsi à un jeune homme que nous appellerons Jean-Paul. Celui-ci tente de leur donner le change. Les policiers, pour lui laisser croire qu'il y a réussi, le relâchent, toujours pour ne pas affoler ses complices et dans l'espoir qu'il va commettre une imprudence. Il la commet en effet, cette imprudence. Ce matin-là, le jeune Jean-Paul appelle M. Durand au téléphone. Il réclame 40 000 francs supplémentaires pour rendre l'enfant. Dès cet instant, la police tient en main un fil de l'écheveau, car le coup de fil a été enregistré sur une table d'écoute. Il a été émis depuis le domicile lui-même du jeune homme, et il est identifié sans discussion en comparant les voix. Toutefois, la police reste discrète, car ce qui importe, c'est de retrouver le petit Robert vivant. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. 20 heures. Dans une petite ville des environs de Paris, une 403 blanche de la police arrive devant le siège de la police judiciaire. À l'intérieur, sur le siège arrière, Jean-Paul qui se cache le visage. On le fait monter précipitamment. Un quart d'heure plus tard, survient une autre voiture avec cette fois-ci une jeune femme qui, elle aussi, dissimule ses traits derrière une écharpe écossaise. Elle est conduite dans les bureaux du premier étage. Enfin, à bord de la R16 du commissaire Sanson qui arrive à son tour, un homme s'abrite sur la banquette arrière. Dans la nuit, on peut tout juste le distinguer. On croit qu'il s'agit d'un suspect. En réalité, c'est le directeur de la police judiciaire qui essaie de semer les journalistes. En effet, sa présence pourrait donner à la presse la certitude que Jean-Paul est coupable. Il ne manquerait pas de le publier, ce qui pourrait inquiéter ses éventuels complices et nuire en fin de compte au petit Robert. Jean-Paul a 15 ans depuis 48 heures. Il vit avec ses 2 sœurs, Martine, 18 ans, et Sophie, 4 ans, au domicile de ses grands-parents. Son père, directeur dans une grande société d'automobile, n'entretient avec eux que de très rares relations depuis que sa mère, déléguée médicale, a pour ami un de ses compagnons de travail. Jean-Paul a été renvoyé à la fin de la dernière année scolaire du collège que fréquente le petit Robert. Il est devenu élève d'un collège d'enseignement général à 1500 mètres de son domicile. Enfin, Jean-Paul reconnaît avoir été mêlé au rapt du petit Robert, mais mêlé seulement, car Jean-Paul, nous ne voulons pas vous le décrire, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, car Jean-Paul prétend d'abord avoir servi d'intermédiaire à 2 gangsters. On lui démontre l'invraisemblance de son récit. Les 2 gangsters deviennent alors 2 amis, avec lesquels il aurait partagé la rançon.
Il raconte qu'il avait caché l'argent dans sa chambre. Mais c'est dans le grenier que les policiers ont trouvé la somme complète. Devant cette preuve formelle de sa culpabilité, Jean-Paul a une crise de nerfs. Il faut lui faire une piqûre calmante qui l'endort. Il me fait peur, et aux copains aussi, déclare un de ses camarades de classe. Le jeudi, il restait tout seul dans les bois. Il s'enfermait dans sa cabane avec une carabine. Jamais on n'a osé aller avec lui. Je peux pas dire qu'il était anormal, mais son comportement était très souvent bizarre, dit de son côté un voisin. Et une femme qui habite juste en face de chez lui déclare « Je me suis toujours refusé à laisser mes enfants jouer avec lui. Son attitude était quelquefois déroutante. Après des périodes de calme, il manifestait une énergie désordonnée, jouait avec une carabine et avait un regard inquiétant. » De son côté, un éducateur de la région parisienne qui connaît fort bien l'adolescent déclare « J'avais conseillé à la mère d'emmener Jean-Paul chez un psychiatre. Sous un comportement apparemment normal, ce garçon cachait d'importants troubles de la sensibilité. Certains événements qui auraient fait pleurer un enfant de son âge le laissaient complètement indifférent. Cette attitude, ajoute-t-il, a été décelée par certains membres de son entourage qui s'en sont inquiétés après son renvoi de l'école. Au contraire, une amie de sa sœur, 17 ans, n'en dit que du bien. Il était toujours très correct, poli, sérieux. Jamais je n'aurais imaginé qu'il fût capable de commettre un acte pareil. » Évidemment, la police tait son inquiétude à la famille Durand. Qu'est devenu le petit Robert? Est-il vivant? Est-il aux mains d'un ou de plusieurs complices? Il paraît impensable que Jean-Paul, cet enfant de 15 ans, ait organisé et accompli tout seul ce kidnapping. À 8h30 le dimanche matin, on réveille l'adolescent. Il reconnaît alors « Le petit Robert est mort. Ce sont mes 2 amis qui l'ont tué. » Ils l'ont tué et ils n'ont pas eu le temps de toucher leur part de rançon. C'est pour cela que les policiers ont trouvé la somme intacte chez lui. Aussitôt, dans le quartier de Jean-Paul, c'est une nouvelle opération de bouclage. Les CRS se sont répartis la tâche. Certains entrent dans la villa de Jean-Paul et fouillent le quartier jusqu'à l'orée de la forêt très proche. D'autres se dirigent vers la forêt portant des pelles, des pioches. Des chiens policiers les accompagnent. Apparemment, les recherches se situent dans un périmètre de plus en plus réduit. À 12h15, une voiture de la police judiciaire arrive. Jean-Paul, accompagné de 2 inspecteurs, en descend. Il s'engage dans un petit sentier qui mène à la forêt. Il reste sur place 3 minutes environ. Puis Jean-Paul remonte dans le car. Le bruit se répand comme une traînée de poudre. Le corps du petit Robert a été découvert. Une évidence s'impose enfin. Jean-Paul, cet enfant de 15 ans, a agi absolument seul. Il a, seul, organisé le kidnapping et toujours seul, il a tué le petit Robert. Alors bien sûr les questions se posent. Comment? Pourquoi? Répondons d'abord à la première question, comment? Durant plusieurs semaines, ce garçon a mis au point le scénario de l'enlèvement. Dans des magazines de jeunes, il a découpé les caractères d'imprimerie qui lui ont permis de rédiger la lettre pour réclamer la première rançon de 20 000 francs. Toutefois, il a oublié de détruire ces magazines et c'est dans sa chambre que les policiers les ont retrouvés. Au jour qu'il a prévu à la sortie de l'école, Jean-Paul aborde le petit Robert, qu'il connaît depuis longtemps. Sans méfiance, semble-t-il, l'enfant le suit. La ruse employée par le meurtrier pour emmener sa victime est des plus ordinaires, un simple jeu. Vers midi, Jean-Paul aborde Robert à la sortie de l'école et l'invite à monter dans une poussette sur laquelle se trouve une caisse. Jean-Paul parcourt ainsi les 1500 mètres, séparant l'école de son domicile en criant comme les chiffonniers « Ferraille, vieux chiffon !» Puis, il laisse le petit Robert dans sa maison. Le jeune ravisseur se rend alors chez les parents de Robert et dépose dans leur boîte à lettres la demande d'une rançon de 20 000 francs. Il rentre ensuite chez lui et, immédiatement, tue Robert à coups de gourdin. Puis il enterre le corps sous une couche de feuilles mortes dans les bois, à proximité immédiate de sa maison.
Avant de procéder à cet enterrement sommaire, Jean-Paul a pris la précaution d'enlever les bretelles et les chaussures de sa victime, en prévision des tractations qui suivraient certainement le rapt. Seul, toujours, il téléphone à M. Durand pour porter la rançon, qu'il avait tout d'abord fixée à 20 000 francs, à 60 000 francs. Jean-Paul ensuite remet à une personne désignée de la famille Durand les bretelles et les chaussures du petit Robert pour prouver qu'il n'est pas un escroc cherchant à profiter de la situation. Les 60 000 francs de la rançon, précise Jean-Paul, devaient être déposés dans une rue proche de la villa des Durand. Elle l'a été, et il en a pris possession. Maintenant, venons-en à la deuxième question. Pourquoi? Il faudra plusieurs jours pour tenter une réponse. D'abord, Jean-Paul, en prison, refusant de se choisir un défenseur, le bâtonnier s'est désigné d'office pour cette tâche. Une avocate, mère de 3 enfants, doit l'assister. Elle se rend donc dans la cellule où Jean-Paul attend, dans un état de prostration extrême, la reconstitution de son crime. L'avocate est bouleversée par cette entrevue qui dure 1 heure. On a écrit que cet adolescent était déjà un jeune homme mûr de 18 ou 19 ans, dit-elle. En fait, j'ai rencontré un enfant, uniquement un enfant. Un avocat célèbre, à qui la mère de Jean-Paul demande d'assister son fils, se rend auprès du juge d'instruction pour prendre rapidement connaissance du dossier. En compagnie du bâtonnier et du procureur, il assiste ensuite pendant 2 heures à l'interrogatoire du jeune meurtrier. Cela se passe dans la cellule de la prison. En sortant, il déclare « Je ne me suis pas trouvé en présence d'un voyou ou d'une terreur. Je n'ai vu qu'un adolescent traumatisé. Les psychiatres auront fort à faire pour étudier ce cas. » Enfin, sur la façon dont aurait germé dans l'esprit de Jean-Paul l'idée de ce meurtre atroce, nous n'épiloguerons pas, sachez simplement qu'aussi extraordinaire que cela puisse paraître, il va s'avérer qu'il s'agit d'une sorte de tentative de suicide. En effet, cet adolescent était malheureux. Il se considérait comme un réprouvé, un rejeté. Il ne s'intégrait pas à la société et ne voulait plus y vivre. Il a donc imaginé qu'après avoir commis un crime aussi affreux et une demande de rançon qui prouverait qu'il n'était pas fou, la société allait inexorablement se débarrasser de lui. L'idée de ce moyen lui serait venue en regardant à la télévision l'émission « À votre âme et conscience » consacrée à l'affaire Jobard. Pourquoi avoir choisi le petit Robert? Parce que, comme le dira lui-même Jean-Paul, Robert était un ange. Jean-Paul se sentait infiniment malheureux. Robert était tout le contraire, un gosse heureux. Jean-Paul a été condamné à 15 ans de prison et libéré 5 années plus tard. Il avait 23 ans et demi. Il en est, chers amis, des maladies de l'esprit comme des maladies du corps. Certaines maladies du corps, autrefois extrêmement graves, comme la tuberculose par exemple, peuvent être aujourd'hui guéries complètement par un traitement médical simple, efficace, rapide. De même, des maladies de l'esprit, qui peuvent avoir des conséquences très graves, sont guéries de nos jours assez facilement par des psychothérapies. Encore faut-il qu'il y ait vraiment psychothérapie. Si Jean-Paul a vraiment été soigné en prison, il est très exaltant de penser que cet enfant, qui se croyait un paria, va trouver enfin une place dans la société. Si c'est seulement sa bonne conduite qui a décidé de sa libération, on nous permettra de ne pas être aussi enthousiastes. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1.
Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.